Ici, on va faire une masterclass recrutement, fonctionnement, prestataire de ménage. Donc, si vous êtes investisseur, propriétaire de résidence secondaire, même une conciergerie, même quelqu'un qui souhaite se lancer en business de sous-location, logement Airbnb, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Je pense qu'elle peut vraiment vous plaire. Et là, on va parler de quelque chose qui concerne vraiment beaucoup de gens dans la location courte durée. On commence directement dans le vif du sujet. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire cette masterclass? Ici, ce que vous voyez, c'est des chiffres d'une saison où ça a été très intense. Comme vous pouvez le voir, on a 92,79% de taux d'occupation. Donc ça, c'était en février 2024 avec 4 logements. Donc en fait, on a eu 40 check-ins. On peut le voir ici. On a eu 40 check-ins. Sur 4 logements, ça fait 10 check-ins par logement. Ça fait un check-in tous les 3 jours. Donc autant vous dire que si vous voulez avoir des chiffres comme ça, il faut avoir une très bonne logistique et avoir des prestataires qui soient fiables et efficaces. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Ici, pour comprendre le contexte, vous avez 3 possibilités pour faire le ménage. Soit de recruter quelqu'un en CDI, soit quelqu'un en auto-entrepreneur, soit passer par une société externe. Ici, nous, on va voir seulement auto-entrepreneur, qui pour moi est le plus efficace, et rapport qualité-prix, on est vraiment au top. On va commencer par savoir où est-ce qu'il va falloir les trouver. Vous avez plusieurs possibilités, vous avez plusieurs plateformes pour les trouver. Donc, il y a Le Bon Coin, 10 000 utilisateurs, Allo Voisin, 2 millions d'utilisateurs, Yojo, 200 000 utilisateurs, Facebook. Ici, j'ai mis l'entonnoir de la qualité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fonction des plateformes, vous n'avez pas les mêmes qualités de type de prestataire. Le Bon Coin et Allo Voisin, c'est vraiment top qualité. Allo Voisin, c'est encore plus précis. Donc ça, vous commencez par là. Vous commencez par Le Bon Coin pour augmenter rapport taux d'utilisateurs. Donc plus il y a d'utilisateurs, plus vous avez de chances de trouver quelqu'un dans votre région, dans votre localité. Et Allo Voisin ensuite. Ensuite, vous faites un entonnoir sur Yojo. Donc 200 000 utilisateurs, c'est assez peu. Par contre, c'est très qualifié. Au début, pour l'instant, actuellement, c'est encore développé sur les grosses villes, mais sur tout ce qui est province, c'est un peu plus compliqué. Dernier recours, si vous n'avez pas trouvé sur Le Bon Coin, Allo Voisin, Yojo, Facebook. Facebook, c'est très compliqué. Vous allez dans les groupes, vous allez poser des messages, etc. La qualité des personnes, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, les personnes qui sont sur Le Bon Coin, Allo Voisin, c'est déjà des gens qui sont un peu en auto-entrepreneur. C'est des gens qui sont un peu, je dirais, actifs. Facebook, pour l'avoir testé, parce qu'il y a un logement où j'avais vraiment énormément de mal à recruter, je suis passé par Facebook. C'est une catastrophe. Et genre, vraiment, c'est une catastrophe. Je suis pas là pour être politiquement correct, etc. Moi, je suis là pour être transparent et être très concret avec vous par rapport à mon expérience et essayer de vous donner le maximum de valeur. Facebook, c'est vraiment si vous avez vraiment pas le choix. Si vous arrivez à recruter sur Facebook, je vous assure qu'il y a une chance sur 2, une chance sur 3 que votre prestataire soit de mauvaise qualité. Mais si vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de passer par là. Continuez à recruter en parallèle. Mais franchement, la qualité des gens sur Facebook, c'est très compliqué. Mais je l'ai mis en possibilité, c'est vraiment un dernier recours. Donc c'est pour ça que j'appelle ça l'entonnoir de la qualité. Ça va du plus haut au plus bas. Ensuite, on va voir la méthode de recrutement. Vous avez deux possibilités. Soit vous faites un appel d'offres, soit vous les contactez un par un. Moi, je vous conseille de faire les deux. C'est-à-dire poster une annonce, donc on appelle ça faire un appel d'offres, et les contacter un par un. Ici, il ne faut pas se poser de questions. Sur Le Bon Coin, vous pouvez trier par localité, la région, hop, vous prenez tout le monde et vous les contactez tous. Vous ne posez pas de questions, vous les contactez tous. Donc on appelle ça de la prospection active. Donc en fait, c'est vous qui allez vers les gens. Ensuite, il y a un appel d'offres. C'est en fait, vous postez une annonce et ça, c'est plutôt de la prospection dite passif. Je vous conseille de faire les deux en même temps, vous gagnez du temps. Ne cherchez pas à comprendre. Il faut contacter le plus de personnes possible. Le recrutement est avant tout une question de volume. C'est qu'une question de probabilité et de volume. Plus vous allez contacter de personnes, plus vous allez discuter avec des personnes, plus vous avez de chances de tomber de 1 sur la perle rare et de trouver. C'est qu'une question de volume le recrutement. Ensuite, là, je vous ai mis un exemple d'annonce que je fais. Donc, il faut être très clair et très explicite pour faire déjà un tri sur les personnes que vous allez appeler. Donc, prestation attendue, état des lieux, nettoyage à la sort, la localisation, où est-ce que se situent les appartements, la quantité, ça peut être intéressant. Vous n'êtes pas forcément obligé, mais c'est intéressant de le savoir. Le prix aussi, et surtout la méthode de paiement. Ici, on va en déclaration URSSAF tout de suite. Tous les gens en CESU, les gens qui veulent du CDI, les gens qui veulent du black, tout ça, vous les enlevez. Vous les enlevez, vous mettez direct, vous êtes très clair et très explicite. Vous gagnez énormément de temps et vous avez une grande qualité de prestataire qui va vous contacter. Je vous laisse faire pause pour voir. Ensuite, on va voir les critères de recrutement. Les critères de recrutement, c'est assez simple, mais c'est très important. C'est déjà avoir une localisation, un périmètre au-delà de vos logements, pas plus de 30 minutes maximum en voiture.
donc à peu près à 30 km. C'est aussi une façon de fidéliser, parce que plus tard dans la vidéo, vous allez voir comment fidéliser ces prestataires de ménage. Ici, déjà, plus ça va être proche, plus il va y avoir une meilleure qualité de la prestation, parce qu'en fait, la personne va beaucoup plus s'engager, et vous allez avoir un meilleur taux de réponse aussi par rapport à votre annonce. Donc, la localisation, c'est 30 minutes maximum. Un autre critère, c'est le paiement. Comme je vous ai dit, paiement, déclaration URSSAF, ça c'est critère rédhibitoire, c'est hyper important. Par contre, rien ne vous engage. Des fois, il y a des prestataires qui m'ont contacté, j'ai pas encore le statut, j'aimerais travailler avec vous. Donc là, soit vous pouvez l'accompagner pour faire son statut, c'est 2 à 3 semaines pour l'avoir, c'est super simple. Soit vous lui dites, ok, y a pas de souci, on peut travailler ensemble. Par contre, je peux pas vous payer tant que vous n'avez pas le statut. Et moi, ça m'est déjà arrivé que la personne accepte, et un mois et demi plus tard, une fois que tout était en règle, je lui ai payé tout ce que je lui devais. Il n'y a pas eu de souci. Ensuite, troisième critère, c'est le feeling au téléphone. Une fois qu'en fait, il y a des gens que vous ont contactés, que ces premiers critères, ils ont l'air de passer, vous allez les contacter au téléphone, vous allez vérifier ces critères. Et en fait, au niveau de la communication, de la motivation, vous allez voir avec votre business. Et ça, j'ai mis que c'était pas obligatoire. Parce qu'il se peut que des fois, il y ait quelqu'un où vous n'avez pas forcément trop de feeling avec elle, mais ça se trouve, le premier contact, il est un peu dur, elle est un peu timide, etc. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'était pas obligatoire. Ensuite, on va voir sur comment fidéliser ces prestataires de ménage. Ça commence tout de suite par le prix. Plus vous allez avoir un prix élevé par heure, plus vous allez pouvoir recruter des personnes, et les personnes vont s'accrocher à votre business, vont être contents de travailler avec vous parce que vous le rémunérez en fonction de ce qu'elle fait. Et ça, c'est très important. Ici, j'ai mis un exemple, c'est 18 euros par heure, sachant qu'il va y avoir 21% de taxes à déclarer à un auto-entrepreneur, ce qui lui fait 14,5 euros net par heure. Juste pour titre comparatif, le SMIC c'est 9 euros, même un peu moins, je crois que c'est 9 euros par heure. Donc franchement, on est plutôt pas mal pour ce genre de prestation. J'aimerais préciser, je mets par heure, mais on est à la prestation. En général, par exemple, je vais faire des exemples concrets. Un T2, c'est environ 1h30 de ménage. Par exemple, si vous faites 20 euros de l'heure, on est sur 30 euros de l'heure. Mais ça, c'est juste à titre indicatif par rapport aux prestations. Mais vous êtes à la prestation, vous les rémunérez pas en fonction de l'heure. C'est juste un titre indicatif pour qu'elle s'imagine. Ensuite, moi, comment je fais pour fidéliser? Je mets des primes. Je mets notamment 2 primes. Je mets des primes à Noël, où là c'est compliqué parce qu'elles aussi, elles ont leur famille, etc. Donc c'est très compliqué. Et je mets aussi des primes au Nouvel An. C'est les deux seuls endroits où je mets des primes, je dirais, à la prestation. Et en fait, là, je double les prestations. Donc si c'est des prestations de T2, où par exemple je suis à 30 euros pour la prestation, bah, je la mets à 60 euros. Ensuite, je mets des primes de saison forte. Moi, j'ai des logements, par exemple, c'est des saisons en hiver et en été. Et bah, si franchement, il y a eu 90% d'occupation, que ça s'est super bien déroulé et tout, franchement, ça a marché nickel, 50 euros par prestataire. Je trouve que c'est légitime et je trouve que c'est important de les récompenser, surtout en période de rush. Donc ça, c'est par rapport aux primes. Localisation, ça revient au thème précédent. Plus la personne va être proche de vos logements, plus elle va être fidèle et ça va réduire le taux de no-show. Un no-show, c'est quoi? C'est quand le prestataire ne se présente pas au logement pour le nettoyer. Ça, il n'y a rien de pire. C'est la pire chose qui puisse vous arriver. Vaut mieux que le ménage soit limite un peu moins bien fait, mais qu'elle l'ait fait, qu'un no-show, parce qu'en fait, là, Airbnb va activer le air cover, enfin bref, ça va vous pénaliser sur vos annonces. Donc c'est pour ça que j'ai mis la localisation. Ensuite, c'est créer un environnement de travail agréable et pratique. Ça commence par quoi? Ça commence par avoir des bons équipements, des bonnes machines. Moi ici, j'ai internalisé mes machines de buanderie, mais la prestataire peut le faire chez elle. Essayer d'avoir des bons équipements, écouter un peu leur retour par rapport à ça, qu'est-ce qu'on devrait acheter pour améliorer ça, etc. Ensuite, mettre des process. Les process, c'est des procédures sur des tâches répétitives. On va voir au fur et à mesure de la vidéo comment fonctionne, donc comment onboarder en fait nos prestataires de ménage. Et là, je vais vous expliquer comment fonctionnent les process. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Ensuite, c'est communication. Essayez de centraliser la communication, donc un groupe WhatsApp. Essayez de la simplifier. Essayez d'être très clair, très simple. Donc ça va permettre de fidéliser en fait vos prestataires de ménage. Vous gagnez en confort de travail et donc les prestataires de ménage, j'ai dit ok, là je suis sur une pépite. Là franchement, je suis bien rémunéré, je suis dans un cadre hyper sain. Il y a une bonne communication avec l'ensemble des prestataires et le propriétaire et les gestionnaires. Franchement, c'est propre. Ensuite, on va voir sur comment onboarder les prestataires de ménage que vous recrutez. Onboarder, c'est les accompagner à rentrer dans votre business où vous allez tout expliquer. Il y a deux façons, soit vous le faites à distance, soit vous le faites en physique. Alors, à distance, c'est là où c'est intéressant, c'est que vous avez deux possibilités. Soit vous passez par une visio. Donc ici, vous expliquez toute la procédure par une visio de 30 minutes, où bah là, vous expliquez comment fonctionnent les appartements, comment vous réglez, quelles sont les règles, s'il y a des suggestions, comment ça signe le ménage, etc. Mais on va aller beaucoup plus loin. Moi, j'ai eu beaucoup de prise mentale au début, je me répétais, c'était important. Je recrutais des prestataires de ménage au fur et à mesure. Là, j'ai un logement où j'en ai 3
au même endroit, donc sur un immeuble de 6 appartements, où tout le monde va être en collaboration et donc je devais recruter. Il y avait un fonds de roulement aussi parce qu'il n'y a pas de contrat, on est entre entrepreneurs et il y en a qui partent, il y en a qui viennent, etc. Et c'est pour ça que c'est important de quand même bien fidéliser avec des bonnes conditions pour éviter de faire trop d'onboarding. Ici, j'ai décidé de tout automatiser. Je vous ai mis un plan. Donc les SOP process, c'est quoi? SOP, c'est Standard Operating Procedure. C'est en anglais, c'est ce qu'utilisent les boîtes, les startups, ce qu'utilisent les grosses sociétés qui font beaucoup de cash, qui ont beaucoup d'intermédiaires. Ici, donc là, on appelle ça un framework SOP, donc j'en ai fait un. Donc ici, c'est documents à fournir, c'est-à-dire que quand je recrute un nouveau prestataire, j'aimerais avoir son nom, prénom, son numéro, son mail, son RIB, son attestation auto-entrepreneur URSSAF, pour savoir si elle déclare bien. Ensuite, assignation de ménage, j'ai juste fait des vidéos en fait. J'ai un channel manager qui permet de s'assigner le ménage et donc j'ai fait des vidéos pour expliquer aux prestataires de ménage comment elles doivent s'assigner. Ça m'évite de répéter. Des vidéos de 5 minutes, tout est clean, tout est clair, tout est carré. Ensuite, le fonctionnement de l'immeuble. État des lieux, ménage, réassort, les poubelles, mettre des tableaux pour le réassort, enfin bref, tout le fonctionnement de l'immeuble, tout, j'ai tout noté. J'ai vraiment tout mis en place pour vraiment éviter. C'est-à-dire que si elles ont une question, eh ben, elles vont voir ce document en ligne. C'est juste une page web. Les règles à respecter, ça on va le voir dans la procédure de management parce que j'ai un module management au bout de la vidéo. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Rémunération, pareil, j'explique comment je rémunère. La facture, c'est du 1er au 31 du mois. Combien c'est, quels sont les tarifs. Je paye en virement instantané, etc. La méthode de paiement, bref. Suggestion, c'est s'il veut y avoir des retours. Bref, vous mettez tout ça par écrit. Et en fait, ça crée une page web. Et franchement, ça vous simplifie la vie. Ensuite, et donc ça, c'est quand vous êtes en ligne. Ensuite, il y a en physique. En physique, soit vous le faites vous-même, c'est-à-dire qu'en fait, vous accueillez la prestataire de ménage basique, vous lui expliquez tout, comment ça fonctionne, les procédures, etc. Ça demande pas mal d'énergie parce qu'en fait, vous êtes avec la personne, elle va vous poser quelques questions, vous allez pouvoir répondre en temps réel, c'est assez intéressant. Par contre, ça vous demande énormément de temps, énormément d'énergie, et ça vous demande d'être sur place. Donc quand vous avez beaucoup d'appartements dans des lieux différents, c'est pas possible. Ensuite, il y a un truc qui est bien en physique, c'est que si vous avez déjà des prestataires qui sont déjà actifs, vous pouvez leur demander de faire l'onboarding. Et ça, c'est super efficace. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une sorte de cohésion en tant que personne de prestataire de ménage. Et en fait, elle va poser des questions qu'elle ne voudrait peut-être pas poser à vous, elle n'aurait peut-être pas osé, ou elle n'a peut-être pas pensé. Donc en fait, ça va être très technique. Et en fait, il va y avoir des procédures, des habitudes. Elles vont transmettre en fait leurs connaissances et leurs habitudes entre elles. Et donc, c'est super efficace de passer par là. Mais évidemment, si vous n'avez pas de prestataire, vous ne pouvez pas le faire. Mais si vous en avez une, passez, dites à la prestataire que vous avez de l'onboarder. Et en fait, la formule magique, c'est de faire à distance et aussi en physique. Et ça, franchement, c'est nickel. Donc, les process que je vous ai dit, avec une page web internet, vous avez tout noté. Vous êtes hyper carré, hyper clair, explicite. Donc ça, vous pouvez le faire à distance. Et en plus, il y a votre prestataire qui va l'onboarder en plus. Et là, vous pouvez être sûr que, franchement, en 2-3 appels téléphoniques, terminé. Elle a tout fait. Il y a cette page internet. Je vous invite, avant de commencer, avant d'aller voir les logements en physique, je vous invite de prendre connaissance de cette page. C'est votre support. Vous pouvez le consulter à tout moment. J'ai ma prestataire qui vous accueillera, qui vous montrera. Terminé. Et là, franchement, vous vous simplifiez la vie. Ça, c'est pour tout ce qui est onboarding. Ensuite, on passe au dernier module. Ça, c'est assez important. C'est quand vous avez plusieurs prestataires, mais même un, c'est hyper important. C'est gestion de la relation et la communication. En fait, c'est du management. J'aimerais vraiment mettre un point sur ça. C'est qu'il y a une différence entre le salariat et l'auto-entrepreneur. Dans le salariat, il y a un contrat. Et les gens sont rémunérés à l'heure. Il va falloir faire les 8 heures de travail. Nous, en auto-entrepreneur, on va être rémunéré, on va les rémunérer à la prestation, même si c'est un peu proportionnel à l'heure, mais c'est à la prestation. Donc déjà, c'est deux choses différentes. Le salariat a un contrat, l'auto-entrepreneur n'a pas de contrat. Et là, ça change tout. Un salarié demande en fait une équité. À compétence égale, il demande une équité au niveau du salaire, il demande une équité au niveau de l'information. Et c'est super clair, c'est explicite, tout est dans le contrat. L'auto-entrepreneur, il n'y a pas de contrat. Salariat et auto-entrepreneur, c'est deux paradigmes, il faut comprendre. Et le management est vraiment pas le même. Donc, on va commencer par les règles à respecter. Moi, j'ai une sorte de charte que j'ai mis dans les fameux process que je vous expliquais, les process qui sont ici. Là, c'est règles à respecter, j'ai une charte. Et notamment, cette charte, elle comporte quoi? L'équité des plannings. Moi, ce que je leur dis, je ne peux pas vous garantir une équité de planning. Comme je vous dis, il n'y a pas de contrat par rapport au salariat, vous ne serez pas rémunéré tant, vous serez rémunéré à la prestation, à l'assignation. Par contre, par exemple, vous êtes deux prestataires ensemble. Moi, la seule équité que je peux vous garantir, c'est que j'ai une application, j'ai un channel manager
Ou lorsqu'un locataire réserve, tous les prestataires au même moment ont une notification sur leur téléphone comme quoi il y a une prestation. Donc en fait, ça c'est la seule équité que je peux leur garantir. Mais sauf que moi je joue sur le fait que c'est des personnes responsables. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles ne sont pas en compétition, mais elles sont en coopération. Et ça c'est très important de le comprendre. Vous mettez en place en fait un cadre hyper sain. Et donc la seule équité que je leur garantis, c'est ça. Et il y a une autre équité, c'est que je leur mets 1 heure de repassage par mois, par prestataire, et un nettoyage des halls de commun, par exemple. C'est la seule équité. Sinon, après, je peux pas leur garantir. Je l'ai dit, c'est explicite. Et après, ce qui va se passer, c'est que vu qu'elles sont pas en compétition, et elles vont le comprendre de manière générale, il faut vraiment leur faire confiance à ce niveau-là, elles sont en coopération, donc elle va dire, ok, moi je préfère ces jours-là, je préfère ces jours-là, je préfère le week-end, je préfère le jeudi, je préfère le lundi. Bref, elles vont parler entre elles et elles vont s'assigner de manière à peu près équitable. Et vous, c'est pas votre problème. Laissez le marché le faire naturellement et laissez ces personnes-là s'organiser entre elles, mais c'est important de l'écrire et de le mettre dans les règles à respecter. J'ai mis no-show dans mes règles à respecter. Une des principales choses que je n'accepte pas, c'est un no-show. Elles communiquent entre elles, elles peuvent pas se permettre de faire un no-show. Moi, j'accepte. Par exemple, moi, par rapport à ça, j'accepte un seul no-show et au-delà, je décide de plus travailler avec cette personne-là. Imaginons qu'elles sont deux, c'est un peu anti-fragile. Ok, bah moi, je peux pas prendre cette prestation, tu peux me remplacer. Et j'accepte aussi qu'elles fassent rentrer leur premier cercle, leur mari, leur sœur, quelqu'un qu'ils connaissent très très bien. Tant que le travail est bien fait, moi, ça me pose pas de soucis. Donc, je suis assez intransigeant sur le no-show, mais au moins, c'est expliqué. Ensuite, qualité du travail. Et là, ça c'est très important. Ça revient au jugement de leur travail. Je leur dis, je ne suis pas leur client, je ne suis pas leur client à elles, je suis juste leur intermédiaire. Leur client au prestataire de ménage, c'est les voyageurs. C'est pas moi qui vais juger leur travail, c'est les commentaires Airbnb et Booking. Moi, en tant que voyageur, je sais si un ménage est bien fait, bien évidemment, mais déjà je suis pas sur place et je suis pas forcément hyper objectif pour évaluer leur ménage. Je préfère vraiment leur dire et qu'elles comprennent que moi je suis juste un intermédiaire qui fait des transactions, qui leur fait de la communication, qui essaye de mettre tout en ordre. C'est les voyageurs leurs vrais clients. C'est à elles, c'est à eux qu'elles doivent rendre des comptes. Donc ça c'est très important et je trouve ça assez sain. C'est mes 3 règles en fait sur ma charte. Ensuite, j'ai dit ne pas faire d'exception. Ça c'est super important en management quand vous avez plusieurs prestataires, c'est que quand, par exemple, un prestataire vous dit ok, j'ai mis un peu plus de temps pour venir, cette prestation m'a pris un peu plus de temps et tout, est-ce que vous pouvez me rémunérer plus? N'acceptez pas. Parce qu'en fait, si vous acceptez la main, je vous assure qu'elle prend le bras et en plus, elle va le communiquer aux autres prestataires. Donc en fait, ça va dupliquer et ça va partir en cacahuète. Et donc, il faut vraiment ne pas faire d'exception à ce niveau-là. Moi, je suis assez intransigeant, sauf si c'est rationnel, par exemple, s'il y a un locataire, moi ce que je fais, c'est des prestations un peu d'urgence. S'il y a un locataire, qu'il y a une pile de la vaisselle qui n'a pas été faite, etc., bref, que le truc était délabré, là, je leur rajoute par exemple 10 euros en prestation pour une prestation qui n'a pas été respectée. Le locataire, je le bloque, il ne viendra plus dans nos appartements, mais au moins, elle m'envoie une preuve en photo que, ok, il y a eu des règles qui n'ont pas été respectées, ça augmente la durée de la prestation, donc là, j'accepte de faire une ristourne, j'accepte d'appliquer un supplément à leur prestation. Mais ça, c'est que si j'ai une preuve et c'est dit à l'avance. Mais sinon, ne pas faire d'exception. Si vous faites des exceptions à vos règles, à vos procédures, je vous assure que vous êtes mort. Surtout dans le truc auto-entrepreneur. Ensuite, important, une fois par mois, vous faites une réunion, des feedbacks. C'est ce qui fonctionne, c'est-à-dire que qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce que vous pourrez améliorer. C'est très important en tant que prestataire pour gagner en confort de travail et à vous de juger si c'est pertinent ou pas. Et quand j'ai mis Google Typeform, en fait, vous mettez un questionnaire en mode qu'est-ce que vous aimeriez améliorer dans les logements, dans les procédures, dans le ménage, etc. Et c'est anonyme. Comme ça, il n'y a pas eu de jugement, on ne sait pas qui s'est fait. Bon, si la personne est tout seule, vous savez évidemment qui a fait ce feedback, mais c'est pour ça que j'ai mis un Typeform, c'est très très bien, c'est très simple. Une fois par mois, elles le remplissent. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tout se joue sur la communication et sur le fait qu'il faut être clair, explicite. Et en fait, il faut mettre des contrats un peu moral, parce qu'en fait, vu que vous êtes en auto-entrepreneur, vous pouvez pas faire de contrat écrit, elles ont rien à signer. Si elles veulent arrêter de travailler avec vous demain, elles le peuvent. Donc ici, c'est vraiment très important de comprendre ça. Tout se joue sur la communication et dès le départ, c'est pour ça qu'il faut avoir des process, il faut tout écrire, tout être hyper explicite, hyper clair. Elle l'accepte, tant mieux. Elle l'accepte pas, bah elle travaille plus avec nous. C'est aussi simple que ça. Et en fait, c'est à la fois le côté négatif, mais à la fois le côté positif. C'est que le marché a toujours raison, vous laissez libre au marché. Tout est une question de communication
sur tous vos process, tous les recrutements. J'espère que cette vidéo explicative vous a apporté beaucoup de valeur. Donc si vous êtes investisseur propriétaire de résidence secondaire et que vous aimeriez passer par une conciergerie, déléguer vos appartements, déléguer la gestion, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, avec notre conciergerie, ou même si vous avez des problématiques, vous gérez tout seul vos logements, nous, on est là pour vous aider gratuitement. On peut vous aider à régler certains problèmes. On pourra même vous donner des solutions directement applicables lors de notre rendez-vous. Merci beaucoup de votre attention.